Bonsoir à tous, bonsoir Safia Kessas. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste et réalisatrice de plusieurs documents, notamment le prix de la déraison en 2020. Vous avez aussi publié 2 ouvrages, Balance ta grenade en 2021 et Victorieuse aux éditions De Boucs Supérieurs en 2022. Et on a beaucoup de plaisir à vous recevoir ce soir pour un livre, un grand livre, un très bon livre. Un massacre en Kabylie, Algérie 1956 aux éditions Barzac, un livre écrit avec Fabrice Rispouty, que nous saluons aussi, et préfacé par le journaliste Edoui Plenel. Alors, Safia Kessas, ce livre est une enquête sur les événements tragiques du 23 mai 1956 dans le village d'Aït Saoula, de Tazrouts et d'Agouni en Kabylie. Des soldats français ont commis ce jour-là l'irréparable. Les hommes sont séparés des femmes avant d'être exécutés. Ce jour-là, 75 civils, vous citez leur nom à la fin du livre, sont lâchement assassinés. Des viols collectifs sont commis. Vous avez enquêté sur cette barbarie que l'armée française a voulu maquiller en accrochage avec les rebelles. Absolument. C'est un excellent résumé. D'ailleurs, merci beaucoup d'abord de m'accueillir. Et c'est un livre, en effet, qu'on a écrit, Fabrice Rispouty et moi, lui avec son approche d'historien et puis moi avec mon approche du terrain, du documentaire. Et on a pu petit à petit, en tirant les fils, reconstituer le massacre qui s'est déroulé le 23 mai 1956 et également mettre au jour des faits qui ont été moins racontés, en tout cas moins mis sur la place publique par rapport aux violences qui ont été commises sur les femmes notamment. La préface est du journaliste Edoui Plenel, que nous avons déjà interviewé dans One to One en octobre dernier. Alors lui, il parle d'un puzzle dont vous avez rassemblé les pièces pour parvenir à dévoiler la vérité sur ce massacre. C'était vraiment un puzzle à rassembler ? Alors, c'est vraiment un puzzle et c'est un livre, quand on s'y replonge, c'est vraiment un livre qui est très dense. Et qui a énormément d'implications, d'imbrications. Effectivement, c'est un puzzle parce que, en fait, comment est-ce qu'on arrive à ce massacre ? C'est que moi, je tire le fil de l'intime. Je suis née en Belgique. Mon père a émigré très très tôt en fait en Europe, d'abord en France et puis en Belgique. Et donc c'est ce fil de la mémoire d'abord que je tire dans le sens inverse parce que nous, nos parents, nous ont transmis très peu de choses en fait. Donc on a été élevés en Belgique quelque part dans une forme aussi de négation de notre histoire. C'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si on avait été posé là, dans un pays où on est né et puis c'est devenu quelque chose de normal. On doit presque parfois s'excuser aussi d'être là. Mais en réalité, les trajectoires de nos parents, ce sont des trajectoires qui sont des trajectoires collectives, qui sont liées à la géopolitique, à la politique, à l'histoire, à la sociologie, à plein de choses. Et moi, à travers ce livre et à travers la collaboration avec Fabrice, quelque part, c'est ça aussi qu'on met en exergue. Et donc, en retournant l'histoire vers le trajet de nos parents, nous, on met des mots là-dessus. Donc, en parlant, on parle d'exil, mais dans des contextes bien particuliers. On parle de récits écrans aussi, qui sont les histoires que nos parents nous racontent pour ne pas parler de cette violence qu'ils ont subie directement en tant que colonisés. Et donc, en tirant ce fil de l'intime et du collectif, on se rend compte que c'est une histoire qui est complexe, et c'est pour ça que c'est une histoire dont on peut dire que c'est un puzzle, en effet. Ce livre, Safia Kessas, lève le voile sur la violence sexuelle. Nous allons en reparler plus tard comme une arme de guerre qui a été utilisée par l'armée française. Vous êtes consciente que peu de gens peut-être ont conscience de cela, que la colonisation a aussi été une violence sexuelle. En fait, je pense que c'est presque l'inconscient qui à chaque fois revient de façon automatique. C'est-à-dire que ces questions autour des violences sexistes et sexuelles dans les contextes de guerre et en particulier en Algérie, elles ont été abordées par
des historiennes, par Claire Moscopo, par des journalistes comme Florence Baugé, par Raphaël Branche. Mais il y a systématiquement, quand on parle de l'histoire des femmes, une forme de déni de l'histoire. Et donc, il faut constamment revenir sur cet impensé parce que ce ne sont pas les récits principaux qui ont été mis au centre, parce que cette histoire, elle est beaucoup racontée du point de vue héroïque, du point de vue masculin, de part et d'autre de la Méditerranée. Et je pense qu'il faut constamment revenir avec cet impensé, comme si c'était quelque chose de nouveau, mais en fait, il s'inscrit dans une histoire. Et donc, la colonisation à travers le corps des femmes, c'était un projet aussi, c'était un projet colonial. Et dans le livre, on a énormément de références sur cette question, notamment Christelle Tarot qui l'aborde à travers la question aussi de la prostitution. Nous parlerons plus tard d'elle, effectivement. Alors, en lisant cette enquête, on apprend que l'élément déclencheur de ce travail est le décès de votre papa, Tayeb Kessas. C'est là où vous est venue cette envie de faire cette enquête sur le massacre du 23 mai 1956. Absolument. En fait, il y a, en tant que fille de la diaspora, il y a beaucoup de questions qu'on a envie de poser à ses parents. Et puis, il y a un moment où, je ne sais pas si c'est pas vraiment le courage, c'est peut-être un peu l'urgence, et de se retrouver face à son papa qui raconte son histoire d'exilé, son histoire aussi parfois héroïque, puisqu'il a caché un membre du FLN en Belgique en 1956, et ça il le raconte dans son parcours. Et à partir de cette histoire, en fait, j'ai voulu faire une deuxième partie de cette interview. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Et donc, pour pouvoir garder ce fil aussi avec lui, j'ai décidé de partir seule avec mon petit sac à dos, avec les petits indices qu'il m'avait donnés, et j'ai remonté le fil comme ça, en retrouvant un cousin qui vivait à Paris et qu'on n'avait jamais rencontré, qui avait lui-même des indices, et puis en repartant un peu plus dans le sud, et puis en passant et le retour aux sources, le retour dans mon pays d'origine. Pour rassembler justement les pièces du puzzle, comme a dit Tuplenel. On découvre aussi à travers votre famille, Safia Kessas, la souffrance de ces Algériens exilés qui portent en fait en eux le drame de la guerre de libération et son lot de souffrances. On n'en parle pas beaucoup en fait de tous ces Algériens qui portent cette souffrance en eux au-delà de l'année de l'indépendance. Absolument, et je pense qu'il y a une grande autrice et psychoclinicienne qui s'appelle Karima Lazali, qui a écrit un livre sur le brouillage mémoriel. C'est vraiment un concept très très intéressant parce qu'il nous concerne tous et toutes, je dirais, au sein de la diaspora. C'est que la violence coloniale, elle a été telle qu'elle a créé un trauma qui empêche cette transmission, en fait. Et c'est difficile de mettre des mots sur des choses qui sont aussi violentes. Et quelque part aussi, c'est une génération qui s'est forgée dans le silence, pas pour ne pas transmettre, mais qui s'est forgée dans le silence aussi pour se protéger et nous protéger quelque part. Et puis nous aujourd'hui, on a reçu une éducation, on a reçu les moyens de se former, on a reçu ce que nos parents ont eu comme sacrifice finalement pour nous. Et quelque part, c'est rendre d'une manière simple, rendre une forme d'appareil et de se dire, nous, on a la possibilité de mettre des mots là-dessus. Et effectivement, on a fait une rencontre à Bruxelles autour du livre, c'était vraiment passionnant. Et il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là. Et des jeunes qui se posaient des questions également sur leurs parents, sur leurs grands-parents, et de voir comment aborder ces questionnements avec eux et poser des questions sur des méthodologies. Donc moi, j'espère vraiment que ce livre, il va amener d'autres jeunes, et peut-être plus jeunes que moi, à faire ce pas plus vite et à poser des questions à leurs parents, à trouver le bon moment, le bon endroit pour le faire, parce que on devient entier quelque part. Sans ce morceau de soi-même, en fait, on n'est pas entier, et on s'en rend compte que quand on aborde, on a une histoire qui est riche, on a une histoire qui est dense, on a une histoire qui est digne, et il faut vraiment se la réapproprier soi-même. Votre père Tayeb Kessas, comme des milliers aussi, ont été traumatisés par les massacres de Sétif, Guelma et Kharata, vous le racontez dans le livre. Avant la souffrance donc de ces trois villages que vous citez dans l'enquête avec Fabrice, il y a aussi, et vous tenez à le préciser, le traumatisme vécu au village Djenen, qui a aussi souffert de la répression coloniale. Oui, absolument, mais à travers de multiples contextes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce qu'on a appelé la pacification, entre
guillemets, et qui est contextualisé dans le livre avec l'historien Fabrice Risputi qui contextualise vraiment ça d'une façon extrêmement précise. Mais on aborde aussi tout le contexte colonial au sein de ce village à travers le passage des zones interdites, où là on pouvait tirer à vue sur n'importe qui, n'importe quoi. Et d'ailleurs on a un appelé qu'on a effectivement interviewé dans le livre qui le raconte et qui le conforte. C'était vraiment le tir à vue. On a effectivement la famine, les conditions extrêmement difficiles aussi pour les femmes, pour les hommes au quotidien. Donc c'est un ensemble de choses aussi qui font que tout se mêle et parfois tout se brouille parce que c'est une histoire qui est très dense et qui est très violente. Venons-en à ce 23 mai 1956. Pour bien en parler, vous décidez de vous associer à un historien hors du commun et spécialiste incontesté du fait colonial, Fabrice Risputi. Vous venez d'en parler, il s'est contextualisé. Comment s'est fait cette rencontre, Safia Kessas ? On s'est retrouvés tous les deux dans le contexte d'une rencontre autour de la mémoire et de la mémoire en lien avec l'Algérie, et c'était à Genève. Et donc moi je présentais un podcast qui retrace une partie de cette histoire qui est dans le livre en 6 épisodes et qui est disponible sur Binge Audio, et Fabrice lui venait présenter son livre et puis aussi contextualiser à nouveau toute cette histoire. Et puis la rencontre s'est faite parce que Fabrice, c'est au-delà du fait que c'est quelqu'un d'extrêmement précis, c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui aime tirer les fils de l'histoire qu'il appelle l'histoire du temps présent, et c'est très riche en fait de travailler avec lui, d'échanger avec lui, de mettre nos regards en fait en contraste et en commun, parce que on va pas chercher exactement les mêmes choses, et donc ça donne un récit avec beaucoup de relief, et je pense que c'est aussi une nouvelle façon de s'approprier l'histoire, c'est-à-dire que il faut sortir de ces petits secteurs, de ces petits de son espace à soi, pour pouvoir dialoguer et avoir un prisme qui soit le plus large possible. Alors la France reconnaît le fait colonial par petits gestes. Il y a eu la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin, Ali Boumendjel et l'Arbi Belmehidi. D'abord, Safia Kessas, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir un geste, par exemple, sur le massacre du 23 mai 1956 ? Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être à l'écoute de ce qui existe déjà. C'est-à-dire que ce qui a été passionnant dans cette enquête, c'est de se rendre compte que nous, quelque part, avec beaucoup d'humilité, on a assemblé tous les témoignages, on les a recontextualisés, on a eu accès à des archives, à des paroles contradictoires, à des vérifications, voilà, on a fait du fact-checking, et quelque part, on n'a rien inventé. C'est-à-dire que les villageois, les villageoises continuent à porter cette histoire, et je n'ai pas eu, en tout cas, le sentiment qu'il y avait une attente particulière. Il y a une volonté de ne pas oublier, elle est très très présente, elle est dictée par personne, et cette transmission doit pouvoir être entendue de part et d'autre de la Méditerranée. Moi je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est que les individus, quels qu'ils soient, se réapproprient cette histoire et aient un espace pour pouvoir l'exprimer. Vous parlez aussi du vécu des femmes pendant la guerre de libération, surtout celles victimes des violences coloniales et patriarcales. Et vous pensez qu'on n'en parle pas assez des femmes pendant la guerre, surtout quand on sait qu'après l'indépendance, les lois algériennes ne sont pas allées dans leur avantage. Mais moi, je pense qu'on ne parle... Personnellement, je pense qu'on ne parle jamais assez des femmes. Les femmes sont... celles qui ont tenu aussi la société durant cette période. Et on a énormément de témoignages dans le livre, puisqu'on a élargi aussi à leur vécu et à leur résilience, et aussi encore aujourd'hui à leur colère qui est intacte. Et je pense que leur donner un espace d'expression à ces femmes qui sont des femmes qui n'ont pas porté d'uniforme, mais qui ont été solidaires, qui ont pris énormément de risques,
risque qui explique qu'elles ont été parfois mises en prison pendant 2 ans. Elles ont vécu des choses absolument abominables. Donc je crois qu'en effet, les remettre systématiquement au centre des récits historiques, ça rend c'est un juste retour aux choses. Vous avez aussi cherché, malgré tout, à récolter la version française de ce massacre. Vous le dites aussi dans le livre. D'autres avant vous ont eu des réponses, comme Florence Baugé, par exemple. Et vous, comment ça s'est passé sur ce volet, Safia Kessas? Ça a été un peu compliqué parce que on va à la pêche d'abord sur les blogs d'anciens appelés qui partagent souvent leurs souvenirs comme une forme d'aventure, un peu entre copains. Donc on voit des repas, on voit des photos très banales finalement, et quand on essaye d'en savoir plus, en fait, très très difficile d'avoir des réponses. Et à force d'insister, on a un appelé qui s'appelle Bernard Montagne, vous en parlez. et voilà, et qui s'est retrouvé au cœur de cette histoire, et qui lui a eu, il a fait un énorme chemin sur lui-même, et donc il nous a accueillis, Fabrice et moi. Et donc certains Français n'ont pas hésité aussi à jeter la responsabilité sur les tirailleurs africains, notamment Bernard Montagne. Vous le racontez dans le livre, certains même vont jusqu'à utiliser ce prétexte pour justifier le racisme contre les personnes de couleur. Je parle bien après l'indépendance. Absolument. Et là, je pense que Fabrice a vraiment eu un rôle hyper important par rapport à ce cadrage, parce qu'effectivement, dans le livre, on recontextualise en fait la chaîne de commandement. Et ça, c'est un élément qui est vraiment... pas les tirailleurs africains. Mais bien sûr que non. Ouais. La chaîne de commandement, c'est qu'on le voit aussi dans les archives, les officiers sont tous français, et ce qui est aussi très intéressant, c'est que surtout Bernard Montagne nous amène sur la piste d'un capitaine des sections administratives spéciales, voilà, les SAS, qui avait un rôle qui était officiellement d'être en lien avec la population. C'était le côté, la main dans le gant de velours. Mais en réalité, Bernard Montagne a eu quand même la franchise, l'honnêteté de contextualiser qui était cet individu et quel était son rôle dans le massacre, dans l'enquête qu'on a menée. Et c'est vraiment très, très intéressant. Vous citez aussi Christelle Tarot, féministe et historienne de la domination sexuelle coloniale française en Afrique du Nord, qui dit que la colonisation n'était pas seulement politique et économique, mais aussi sexuelle. Oui, parce que donc ce qu'elle dit, et ça a été aussi abordé par d'autres, c'est que c'est conquérir en fait le pays, conquérir l'Algérie à travers le corps des femmes pour détruire en fait le tissu social, et mettre un vrai coup au moral. C'est vraiment détruire toute la symbolique. C'est d'une violence inouïe et d'une efficacité absolument abominable. Et à travers ce que les femmes nous ont raconté sur cet événement en particulier, mais c'est un événement qui est très important parce que il permet de comprendre en fait de façon plus globale quelle a été la mécanique coloniale à travers cette possession des corps. Quand on parle de massacres, notamment celui du 23 mai 56, on s'attend à des tueries, à des assassinats, mais vous décrivez aussi, Safia Kessas, le viol au quotidien dans les zones rurales. Et ce jour-là, quand on a séparé les hommes des femmes, on a aussi violé plusieurs femmes. Ça a été confirmé à plusieurs fois. Et en réalité, c'est quelque chose qu'on savait dès le départ. C'est-à-dire qu'une des premières phrases qu'on a recueillies concernant le massacre, c'est qu'un témoin a dit les mots suivants: les hommes qui nous plaisent... les femmes qui nous plaisent, on les prend. Les hommes qui nous plaisent pas, on les tue.
Et je pense que tout était en fait dans cette phrase et elle nous a guidés tout au long de l'enquête. Une fois qu'on a pu reconstituer en fait le timing du massacre, comment cette opération qui était extrêmement bien préparée a été organisée, on a posé la question. On s'est senti autorisé à le faire aussi. On a senti qu'il y avait cet espace-là, cette confiance-là avec les villageois et les villageoises. Et ce sont les fils et les petits-fils en fait qui nous ont emmenés vers leur mère, leur grand-mère ou ceux qui étaient dépositaires de cette histoire. Et elles nous ont confirmé que dans certains villages, dans un village en particulier, ces méfaits ont été commis. Vous mettez l'accent sur la résistance des femmes kabyles, vous en avez rencontré beaucoup, on voit beaucoup de photos. Comment est-ce qu'elles continuent à ce jour à raconter ce drame de 1956 ? Je pense que ça se... Comment dire ? Je pense que ça se sait, ça se transmet au sein des familles à certains moments. Mais ça n'est pas quelque chose de figé en fait. On transmet aussi à travers les gestes, on transmet aussi à travers un regard, on transmet aussi à travers un silence. Je pense que c'est ça aussi on ne transmet pas systématiquement avec cette forme de rationalité telle qu'on l'a fait dans le livre. Elles doivent porter cette violence tout au long de leur vie, elles doivent continuer à vivre. Donc ça se passe entre silence et transmission et ça se passe aussi au moment où les villages commémorent ce 23 mai 56 puisque depuis des décennies en fait ce massacre n'a pas été oublié. Nous on est très humbles par rapport à cette démarche. Les noms des victimes sont sur les stèles. On a été très très fort accompagnés. Je pense que c'est à ces moments-là aussi quand on est confronté à cette commémoration du 23 mai 56 que les femmes repartagent en fait cette histoire, mais sur la question des violences sexistes et sexuelles, c'est pas quelque chose qui se dit tous les jours. Vous abordez la crise entre l'Algérie et la France, vous dites même que c'est la pire depuis 1962 dans le livre, et vous parlez de cette accusation de rente mémorielle et de haine contre la France, mais vous n'y croyez pas du tout à ça, Safia Kessas. C'est-à-dire que Fabrice, moi je suis belge, donc je suis un peu en dehors de ce contexte sans vouloir me dédouaner, c'est-à-dire que moi je suis partie sur une histoire qui est une histoire personnelle. Je suis une fervente de la liberté de s'exprimer, de raconter, d'aller creuser dans les archives, de mettre la vérité au jour. Et avec Fabrice, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que lui amène un regard qui est un regard différent. Moi, ce que je trouve qui est vraiment très important, c'est que je suis toujours... Et aussi en étant un peu en dehors, en étant belge et algérienne, d'utiliser des termes valises qui font qu'en fait on enferme une vérité. Et ce qui est important, c'est de pouvoir raconter, de continuer à raconter librement. Et on voit à quel point c'est important aujourd'hui. Il y a des gens qui redécouvrent leur histoire. Pourquoi est-ce que c'est tellement problématique ? Donc je pense que par exemple, dans le contexte de ce livre, on a des personnes qui nous ont contactés à la suite de la publication et qui n'étaient pas au courant de leur histoire et qui viennent typiquement, précisément de certaines familles. Donc elles ont lu leur nom de famille dans le livre et elles découvrent une histoire qui n'a pas été transmise. Donc je crois qu'il faut vraiment être très prudent et très prudente par rapport à des mots valises comme rente mémorielle en fait qui sont des écrans qui nous empêchent d'aller vers ce dont il faut parler et continuer à parler. Alors il y a toujours ce genre de critiques infondées qui disent pourquoi parler uniquement des massacres en Kabylie mais pas ailleurs. Je pense que vous avez vu passer ce genre de critiques. En fait, vous parlez d'une situation personnelle, Safia Kessas. Absolument. Et je pense aussi qu'on l'inscrit dans un contexte qui est un contexte beaucoup plus large, puisque on aborde avec Fabrice, en fait, c'est ça qui est passionnant en travaillant avec lui, c'est qu'il inscrit le massacre dans une histoire longue et qui commence au moment de la colonisation. Alors, est-ce que c'était facile d'enquêter en Algérie ? Même si vous êtes algérienne, Safia Kessas, on sait que ce n'est pas toujours facile d'avoir les autorisations et de faire parler les gens. Comment ça s'est passé pour vous ?
Ça s'est passé de façon assez simple en réalité, puisque je suis belgo-algérienne. Une fois que j'étais sur le terrain, j'ai pu rentrer où je le voulais et interviewer qui nous souhaitions en réalité. Ce qui était vraiment très très intéressant, ce que j'ai vraiment trouvé pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que quand je suis arrivée dans les villages, en fait, j'ai été confrontée au comité de village. Et donc, c'était presque une barrière humaine et extrêmement démocratique, mais qui était foisonnante, avec plein de questions. Comment, pourquoi, comprendre d'où je venais, quelles étaient mes motivations. Je dirais que c'était plutôt à ce niveau-là que ça a été passionnant. Et en fait, on passait d'un comité de village à un autre comité de village. Et puis, il y avait cette décision collective qui était prise de façon démocratique et puis qui revenait vers nous. Et donc ça, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose de très intéressant. À la fin, vous citez les noms des 75 victimes de ce massacre. Je vais en citer quelques-uns, ou alors les citer tous. Aït Soula, Adjouadi Ammar, Mohand Arzqi, Saïd, Tahar, Ayoudj Chaban, Bouali Bouzid et Mohand, Brachmi Wardia, Brini Arzqi, Brinis Khalifa et Mohand Bachir, Chibout Lahsen, Mohand, Moudoud Arzqi, Mousli Mouloud, Moussaoui, Mohand et Mouloud, Mouter Bouzid, Hamid, Idir, Omar, Tayyib, Lahlou et Slimane, Ismail. Atazrouts, l'imam de la mosquée du village. Belgharbi Akli, Belkbir Mohand Mokran, Hadek Abderrahman, Ahsen, Akli, Mohand Laïd Sghir et Méziane. À Agouni, Benour Arzqi, Mohand Ouramtan, Benyoub, Achour, Abderrahman, Ammar, Bachir, Belqasem, Chaban, Khalifa, Lounas, Makhlouf, Mohand Rabah et Moussa. Brouk Yamina, épouse Benyoub Chaban, Yebala Tayyib, Mehadi Hamid, Mohand Lounas, Mohand Wamar, Mohand Widir, Arabe, Mohad Majib, Sedawi Arabe, Sedoud Meziane, Gani Abdallah, Ammar, Mohand Mokran, Mohand Tayyib et Mohand Tayyib Tahar, Sahir Tahar et Yahya, la famille Assa, pour finir, Abderrahman, Achour, Omar, Beramtan, Khalifa, Al-Hassan, Majid, Mehani, Mohand, Rachid et Serir. Merci. Je rappelle que le co-auteur de ce livre n'est pas avec nous, c'est Fabrice Rispouti, donc historien associé à l'Institut d'histoire du temps présent, notamment auteur de Ici on noyait les Algériens, édité au Passager clandestin en 2021, et Le Pen et la torture aux éditions Le Passager clandestin et Barzac en 2024. Merci Safia Kessas d'avoir répondu à nos questions sur ce livre. Merci de m'avoir accueilli. Un massacre en Kabylie, Algérie 1956, coécrit avec Fabrice Rispouti, préface de Edoui Plenel aux éditions Barsac. Je rappelle que vous êtes journaliste et réalisateur de plusieurs documents. Merci. Merci à vous et à la semaine prochaine.